Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Bonjour Philippe Prost. Bonjour Florence. Ravi de vous accueillir. Merci, à vous. En 2022, Philippe, vous êtes lauréat du Grand Prix national d'architecture. Et quand on regarde votre parcours, à l'origine de votre histoire, vous vouliez être organiste. Ça mérite une petite explication. Oui, alors je pensais faire de la musique. Je me destinais à l'orgue et en fait j'avais une nécessité de trouver quand même des études un petit peu plus entre guillemets sérieuses aux yeux de mes parents, et donc par toute une série de ricochets, j'ai fini par atterrir en architecture. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément ma vocation. Et puis petit à petit, la vocation est venue en marchant, en rencontrant des professeurs et en m'apercevant que finalement, j'allais abandonner l'orgue pour me consacrer à l'architecture. Donc vous voyez, la vie est bizarre. Parfois, on croit faire quelque chose et puis finalement, on fait autre chose. Et en même temps, les deux sont tout à fait reliés par ce qu'on appelle l'espace, parce qu'un orgue, ça résonne dans le volume d'une église, donc dans un volume important. Et l'architecture, c'est de l'espace figé, c'est des espaces dans lesquels on se déplace, dans lesquels on entend la résonance de sa voix. Donc forcément, il y a malgré tout un lien, c'est l'espace-temps, le temps de la réverbération du son, le temps de l'impact de l'architecture sur un paysage. On est dans des choses finalement, dans deux domaines qui partagent quelque chose d'essentiel. Je savais que vous sauriez donner du sens. Pour que les Antibois et puis nos auditeurs vous situent bien, vous êtes en charge de la modernisation du port Vauban et du port Galis à Antibes. Donc vous avez tissé un lien fort à Antibes. Et quand vous arrivez avec cette mission, le premier postulat que vous posez, c'est un travail de mémoire. C'est-à-dire que cette modernisation des ports, vous voulez la faire dans le respect de la mémoire des lieux. Oui, pour moi, la mémoire, elle est très importante. Il y a la mémoire du lieu que l'on découvre. Il y a qui prend une forme de génie du lieu, comme disaient les Romains. Donc il y a la mémoire du lieu, et dans ce cas précis, entre Antibes et Juan-les-Pins, entre Galis et Port-Vauban, on a deux histoires extrêmement différentes. On a une histoire multimillénaire qui est celle du Port-Vauban, qui démarre dans les temps de l'Antiquité, qui commence à cette époque-là et qui se poursuit jusqu'à nos jours. Et de l'autre côté, à Port-Galis, on a la mémoire d'un site créé ex nihilo, d'un port neuf, qui s'installe à la fin des années 60, d'un seul coup, très rapidement, en l'espace de 2 années, il y a un port, alors qu'avant il y avait un rivage. Et donc ce sont deux histoires très différentes, mais qui sont malgré tout reliées par un personnage qui est Guillaume Gillet, un architecte, Grand Prix de Rome, qui est chargé de l'aménagement, de la création du port Galis et de l'aménagement du port Vauban. Et finalement, en étant lauréat de cette délégation de service public, donc de ce concours, de cette compétition auprès de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, eh bien, en étant lauréat, je crois que c'était pour moi très important, parce qu'on est vraiment dans une mémoire très longue d'un côté, multimillénaire, de l'autre plus courte, mais pour autant très intéressante, parce qu'elle met en rapport, en relation, l'idée que l'on se faisait de la plaisance dans les années 60 et celle qu'on peut s'en faire aujourd'hui, avec des problématiques environnementales qui se sont considérablement développées. De l'autre côté, au port Vauban, on est dans une situation, dans un port qui n'a jamais cessé de se renouveler sur lui-même, mais sans rien perdre de son histoire. Et pour moi, ça c'est très important. Vous voyez le fameux quai des milliardaires, qui en fait s'appelle le quai des 500 francs. Ce quai des milliardaires... Pourquoi le quai des 500 francs ? C'était son appellation, il y a un quai qui porte ce nom, et ce quai des milliardaires, c'était avant le quai des pétroliers. Et je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas. Cette grande jetée qui a été construite, elle n'a pas été construite pour accueillir des yachts de milliardaires, elle a été construite pour accueillir des pétroliers à une époque où les hydrocarbures arrivaient par bateau, étaient déchargés dans le site qui est au fond de l'anse du port, qu'on appelle d'ailleurs le site des pétroliers.
Et cette infrastructure, une fois qu'on a arrêté de faire ce type de travail dans des zones urbaines densément peuplées avec tous les risques que cela peut représenter, eh ben, le terrain des pétroliers, il est encore en devenir, mais la digue, elle n'est pas restée longtemps en devenir et du coup, elle a accueilli des gros bateaux puisqu'elle pouvait le faire. Et ça participe à la mémoire, à l'histoire du lieu. Si on ne la connaît pas, on peut faire des faux pas quand on fait un projet. Sinon, eh bien, on s'appuie sur cette histoire qui vous permet de transformer les situations, mais je dirais en respectant leur identité et leur histoire. Quand vous arrivez sur le port Vauban, ce qu'on sait du port Vauban, globalement, c'est que c'est le plus grand port d'Europe en tonnage. C'est comme ça qu'on le définit. Vous, quelle autre caractéristique vous lui trouvez à ce port ? Moi, je trouve sa situation absolument exceptionnelle. Entre d'un côté la vieille ville et de l'autre côté le fort Carré. Ce port, il s'est développé sous la protection de ces deux points hauts qui le contrôlaient et le défendaient, comme toujours. Et la situation qui m'est apparue comme tout à fait exceptionnelle, c'est que ce port, c'est une ville. C'est-à-dire que dans ce port, on a des quartiers, comme dans une ville. On a des quartiers avec des très grands bateaux qui peuvent faire 100 mètres de long, mais aussi des bateaux qui peuvent faire 5 mètres de long. Et on a un port ancien, un port de pêche qui a été port de commerce aussi. On a une anse Saint-Roch qui s'est développée du temps de Guillaume Gillet. On a ensuite cette jetée des pétroliers devenue jetée des milliardaires. On a un chantier naval. C'est une ville en soi, une ville maritime en quelque sorte en soi, avec des bateaux en très très grand nombre, donc toute une population. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est toute l'activité que générait ce port. Tous les métiers que cela mettait en relation et à l'œuvre. Et une des premières choses qui m'est frappé, c'est d'une part la présence de ces métiers souvent installés dans des containers, dans des installations de fortune. On y a remédié récemment, on a ouvert ce qu'on appelle le village des artisans, où toute une série de métiers ont pu trouver des locaux de qualité à côté de la zone de carénage. Mais aussi, ce qui m'a frappé, c'est ces remparts face à la mer qu'on a eu l'occasion de restaurer parce qu'ils étaient menacés. La mer est forte, elle est parfois brutale, et donc elle peut venir à bout même des remparts imaginés par Vauban il y a de cela plusieurs siècles. Donc on a une palette de sujets, très grande variété, et ce qui m'a frappé aussi, c'est cette question de la relation entre la ville, le port, le fort, le port, la gare, c'est-à-dire qu'en fait, le port se situe à une zone d'articulation entre la ville d'Antibes, que l'on aime, qui est belle, qui est une ville bien aménagée, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic, la gare SNCF, qui est un lien très direct avec la ville, mais aussi avec le port, et le fort, qui, lui, jusqu'à présent, était un petit peu dans une situation de relatif isolement. Pour y accéder, c'est assez compliqué. Et donc, dans le projet d'aménagement, de réaménagement du port Vauban, dans le cadre de cette DSP, on est amené à imaginer, renforcer, créer des liens entre ces différentes entités pour qu'elles ne soient plus comme des entités isolées qui se font face et pour lesquelles, pour passer d'un point à un autre, pour le piéton en tout cas, ça peut des fois être un petit peu compliqué ou un petit peu long. On essaye de faciliter, de favoriser la place des piétons et du rapport entre les différents espaces. Souvent, l'image qu'on avait quand on arrivait sur ce port, c'était un grand parking à voitures. Comment est-ce que vous allez retravailler cette image? Alors ça, vous avez raison de dire cela, parce que ça, c'était la première impression que j'ai eue en arrivant de la gare. C'est que j'ai vu d'abord des voitures à perte de vue avant de voir des bateaux. Et j'ai fait un petit croquis où je me suis dit, il faut que on voit d'abord les bateaux avant de voir les voitures. Donc la question du stationnement, elle est très très importante dans le réaménagement du port. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a repensé dans sa globalité. On a un peu réduit le stationnement, mais pas trop, mais on l'a réduit quand même. Et on l'a surtout réaménagé, réordonnancé pour qu'il soit moins massif et qu'il soit moins, qu'il occulte moins les vues, qui permettent de voir les bateaux. Et surtout, on a imaginé 2 promenades qui sont en cours de réalisation, puisque le projet du port se déroule par phase. Donc, on a 5 phases. 5 phases pour 5 quartiers, je crois que oui, vous avez défini. On a 5 phases successives, exactement.
exactement qui se déroulent. Alors, il y en a déjà 2 qui sont réalisés et il nous en reste encore 3. En fait, on est parti des 2 extrémités, si je puis dire. D'un côté, le quai des Milliardaires jusqu'au port, au vieux port. De l'autre côté, le carénage, la zone de chantier avec toute la zone qui l'encadre, qui l'annonce. Et puis ensuite, on a 3 zones. La zone de la capitainerie Guillaume Gillet, la zone du jardin qui s'étend entre ici et ensuite la zone où on a les associations, on trouvera demain un nouveau bâtiment qui accueillera les plaisanciers, qui accueillera les services du port pour partie, mais aussi une salle polyvalente pour que des événements puissent se réaliser. Donc vous voyez, on a ces 5 quartiers et on est parti des 2 bouts et en fait maintenant on va rejoindre les 2 et ce qui est très important, c'est qu'au départ, dans le cadre de la consultation, dans le cadre de la compétition, on a proposé de réduire la voiture, mais on a aussi proposé de créer des parcours piétons qui permettent de faire ce qu'on appelle la promenade Boracay. Alors, vous l'avez vu déjà réalisé. Auparavant, on n'avait que de l'enrobé noir et puis de temps en temps des barrières. On cheminait sur un espace extrêmement étroit. Pas question d'être avec une poussette, c'était presque risqué. Donc aujourd'hui, on a redonné de la place aux piétons sur la promenade Boracay qu'on a réalisée en pierre, donc un matériau noble qui a commencé depuis le quai des Milliardaires et qui s'est continué et qui va faire tout le tour, qui va permettre de faire vraiment tout le tour du port à pied. Et ensuite, une autre promenade qui est une promenade qui va circuler dans les zones végétales et là aussi qui a commencé à être réalisée. Son extrémité, c'est la promenade qui arrive du Fort Carré, qui avait été commencée par le Conservatoire du Littoral, continuée par la municipalité, par la mairie d'Antibes, et que nous, de notre côté, on va la continuer pour la relier au reste du port. Et enfin, une 3e promenade, c'est la promenade sur les remparts. Aujourd'hui, les remparts, on peut y accéder et on va jusqu'au bastion Saint-Jaume et puis là, on est en cul-de-sac. Vous avez vu, on a construit et surélevé les 2 pavillons qui sont de part et d'autre du bastion Saint-Jaume et dans le pavillon, dans l'un des pavillons, le pavillon nord, alors je ne sais pas si ça parle forcément à nos auditeurs, en tout cas dans un des pavillons, on a installé un ascenseur, ce qui fait que aujourd'hui, même une personne en situation de handicap peut pouvoir prendre l'ascenseur et faire le tour de ceci. Par contre, demain, on est en train de réaliser, c'est en chantier chez une entreprise, une passerelle qui va permettre, là où il y a la brèche dans le mur, qui va permettre d'avoir une passerelle horizontale qui s'ouvre et qui se ferme et qui permet donc d'assurer une continuité de promenade en haut de rempart tout du long jusqu'au feu qui se trouve avec en dessous l'échauguette, le glacier qui s'est installé là. Donc en fait, on aura une continuité de promenade qui sera possible demain. Donc vous voyez 3 promenades. Promenade rempart, promenade port et promenade jardin, espaces végétaux. Donc ça va beaucoup changer, je pense, le rapport des Antiboises et des Antibois, mais pas que, des visiteurs aussi, au port, parce qu'ils auront des espaces dédiés pour se promener, pour découvrir le port. Et la voiture, elle est... Je dirais, elle est nécessaire parce que quand on a un bateau, il faut bien amener des choses, les remmener, les déplacer. Enfin, voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas, sur un port, dire il n'y a plus de voiture, c'est pas possible. Mais elle est repensée, réinstallée et on essaye de travailler pour qu'elle soit la moins présente possible. Et aussi, d'ailleurs, pour le confort aussi des automobilistes parce que finalement, quand on peut planter des arbres, quand on peut, on rafraîchit les espaces, on essaye d'améliorer ce qui était finalement une zone assez brutale de stationnement sur un enrobé noir avec en plein soleil, comme on a souvent ici à Antibes. Quand vous montez dans votre voiture, il fait une bonne température. Donc on essaye de les installer d'une manière plus douce dans le site. Justement, vous m'avez parlé de l'importance de l'histoire et de la mémoire et l'environnement dans la modernisation de ce sport. Alors, comment vous l'avez inscrit ? Vous faites bien de me poser cette question parce que je pense que c'est une question essentielle aujourd'hui. L'environnement est une des préoccupations du réaménagement du port. C'est une préoccupation importante. Je crois qu'on peut la décliner de plusieurs façons. D'abord, le Vauban 21, donc, qui gère aujourd'hui le port Vauban. Vauban 21 a mis en place toute une série d'actions pour faire du port dans
d'Antibes, du port Vauban, un port propre. Ça veut dire qu'on récupère sur les bateaux les matières qui y sont stockées, ainsi de suite. Tout ça pour que ça ne parte pas à la mer, que ce soit dans le port ou à l'extérieur du port, comme ça pouvait se faire souvent. Donc ça, c'est toute une infrastructure que vous ne voyez pas. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des réseaux, des tubes qui sont dans les sols et puis qui vont directement, qu'on va pouvoir brancher. Ensuite, donc, avoir amélioré la qualité de l'eau. Ensuite, favoriser le développement de la faune, enfin du vivant. Et pour cela, on a mis en place, et là c'est Vauban 21 qui est à l'œuvre, des dispositifs qui permettent aux animaux de se nicher, de se loger, de se développer dans des systèmes qui sont immergés. Donc ça, c'est encore autre chose. Enfin, nous, dans ce qui est le projet, on a choisi, et c'est encore plus vrai d'ailleurs à Galice, où le projet est plus avancé sur les aspects végétaux peut-être qu'à Vauban, ça va être dans un deuxième temps à Vauban, mais à Galice, les paysagistes de Tous Transforme ont entretenu des liens, on s'est mis en relation avec l'INRA, avec la ville de Laturet, pour réfléchir aux essences qui pouvaient être plantées en sachant qu'on est face à un réchauffement climatique et à des aléas climatiques qui se sont beaucoup amplifiés avec le temps. Et évidemment, du coup, la palette végétale, elle évolue. Si on veut qu'elle ait une certaine pérennité, on doit faire évoluer cette palette végétale. Donc c'est ce qui s'est passé sur les toitures terrasses à Port-Galice. Je pense que les Antiboises et les Antibois s'en sont rendus compte, puisque maintenant on a directement une vue sur mer depuis la route qui longe le port. Et ces terrasses se développent au-delà de nos espérances, je dois dire. Elles sont très très fleuries, très fournies. Donc on fait la même chose sur Port-Vauban, où on est en train de réfléchir à ce que l'on va replanter, ou ce que l'on va planter en plus, parce qu'on sait que certaines essences qu'on peut trouver très méditerranéennes, très typiques, elles ne vont pas avoir une espérance de vie si longue que ça. Ça va poser d'ailleurs une question générale pour tout le littoral de la Côte d'Azur, parce que la physionomie de la côte va être amenée à changer. Et ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire que si on étudie la question en amont, on est capable de faire évoluer le paysage. Si on ne l'étudie pas, on assiste un peu impuissant à la disparition d'essences. Et puis quand il faut les remplacer, il est déjà trop tard, où on se retrouve avec quelque chose qui va être très désertique pendant un certain temps. Donc là, on est vraiment dans un processus de prise en compte, de remise en perspective. Et puis aussi, on fait ce qu'on appelle de la renaturation, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui sont déjà rentrés dans le port Vauban en bateau, quand vous entrez dans le port Vauban en bateau, à droite ou à tribord, vous avez toute une petite zone où il y avait une dalle en béton, où il y avait des différents aménagements qui avaient été faits sans rien demander à personne, évidemment, dans des époques où ça ne se faisait pas trop, il y a au moins ça, 50 ans. Et là, avec l'Adréal et avec les Bâtiments de France et avec la mairie d'Antibes, on a choisi de renaturer cette zone qui est en contrebas du sentier littoral. Et donc là, on va aussi réaliser des travaux pour retirer certains éléments de béton, pour favoriser les posidonies qui sont juste au pied dans cet endroit-là, et pour renaturer, c'est-à-dire replanter. Donc, c'est des zones où, si je puis dire, le béton recule, et où, au contraire, la végétation va se développer. C'est une zone qui n'est pas accessible directement pour le public, mais c'est une zone qui, quand on est en mer, quand on est en bateau, va venir enserrer. D'un côté, vous aurez la digue, de l'autre côté, vous aurez cette zone naturelle. Et évidemment, ça vient marquer l'entrée du port. Alors qu'encore il y a quelques temps, quand on entrait dans le port, sur la droite, on voyait un peu ce que je crois vous appelez ici un cafouche. Donc une zone un peu bric-à-brac, avec des fois 2-3 vieux bidons vides, 2-3 pièces rouillées, un vieux bout de béton avec des fers à béton rouillés qui émergent. C'est pas un spectacle pour entrer dans un port comme le port Vauban à Antibes. Voilà. Quand on pense à la modernisation d'un port, on pense aussi à l'intégration des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des éléments que vous avez pris en compte ? Alors là, oui, c'est ce qu'on appelle un smart port. Alors là, je dirais qu'en tant qu'architecte, de notre côté, à l'atelier, on est moins sur ces questions-là. Oui, parce que sûr. Ici, vous avez Sophia Antipolis, qui est quand même une zone de réflexion, de recherche, de création considérable, connue en Europe, dans l'Europe, toute l'Europe et même dans le monde entier. On a noué au départ quelques liens pour mettre en place des services aux usagers, des services aux plaisanciers qui utilisent
tout ce qui est le numérique, tout ce qui est tout un tas de systèmes qui permettent de faciliter la vie, de s'installer, d'arriver plus facilement, d'être tout de suite connecté, et ainsi de suite. Et là, c'est de l'immatériel, c'est du numérique. Ça n'est pas... Nous, on s'occupe de ce qui est matériel, ce qui existe, ce que l'on peut toucher. Là, on est dans les réseaux, dans les télécommunications, dans le numérique. Mais c'est pris en compte largement parce que c'est aujourd'hui une attente des plaisanciers. Et il ne faut pas oublier que le port d'Antibes est en concurrence avec d'autres ports sur la Méditerranée, en Espagne, à Barcelone, en Italie, en Croatie. Des ports neufs. Exactement, des ports neufs. Et je pense que le projet, il avait cette nécessité parce qu'on est dans un monde concurrentiel. Les nouveaux ports qui se créent dans des territoires où il n'y en avait pas auparavant sont à la pointe des technologies, à la pointe de l'accueil des plaisanciers. Et donc là, en fait, c'est tout un travail de remise à niveau. Le Crew Center, par exemple, qui est tout simplement le lieu pour les équipages, traduit en bon français, aujourd'hui, dans un port de cette importance, si on n'a pas un endroit où, quand les équipages veulent faire du sport, veulent laver du linge ou veulent jouer au baby-foot ou se faire la cuisine, on est déclassé. En fait, aujourd'hui, les ports d'aujourd'hui offrent ces services, y compris aux équipages sur les très gros navires. Donc, les équipages, ils parlent au capitaine et le capitaine, il parle au propriétaire. Donc, c'est toute une chaîne. Et évidemment, pour nous, ça fait partie de tous ces enjeux, comme de loger les artisans, pour qu'il y ait un écosystème, on peut le dire, portuaire, qui est fonctionnel, qui est attractif, qui est qualitatif et qui fait que des bateaux qui vont hésiter vont se dire « Ah bah tiens, finalement, on va quand même aller à Antibes ». Et puis les plaisanciers qui viennent, qui repartent, c'est pareil, c'est une forte attractivité qui aussi bénéficie au-delà à la ville, parce que quand on vient dans un port, en général, on va se balader dans la ville qui est à côté, sauf cas extrême. Rappelez-nous combien d'unités accueille le port d'Antibes ? 1745, mais peut-être que... Je serais peut-être repris par l'exploitation du port, parce qu'en fait, un port, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ignorais auparavant, en fait, le plan de mouillage, il évolue tout le temps. Et il évolue tout le temps pour pouvoir accueillir au mieux les bateaux. Donc, ça, c'était le chiffre que j'ai en tête au départ de nos études. Et la gestion de ces amarrages, de ces accostages, elle est le fait de l'exploitation du port. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel nous n'intervenons pas. Par contre, nous intervenons sur les infrastructures, sur ce qu'on appelle le génie civil, c'est-à-dire sur les reprises des ouvrages, comme des pontons, comme des quais, qui, il faut bien le dire, pour certains d'entre eux, étaient un peu fatigués. Et donc, on les reprend avec un bureau d'études spécialisé en matière de génie maritime, et on les reprend et on en profite pour les réaménager, pour réorganiser le stationnement, pour planter, pour trouver la manière de planter et de végétaliser, donc de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, de mieux traiter les déchets. Là, je ne parle pas des déchets des bateaux, je parle des déchets aussi que les uns et les autres peuvent faire. Donc, c'est toute une logique comme les mobilités douces, avec les vélos électriques, avec les voiturettes, avec tout ce qui permet de se déplacer. Parce qu'un port, quand on en fait le tour en partant d'un point, en allant jusqu'à l'autre extrémité, il y a une petite heure de marche. Et quand le soleil darde ses rayons, on la sent passer, la petite heure de marche. Pour bien figer ça dans les esprits des gens qui nous écoutent, donnez-nous des éléments de planning. Comme je vous l'ai dit, on travaille par phase. Donc, on a déjà livré 2 phases du projet. Une phase qui était la phase zone quai des milliardaires et vieux port. Une autre zone qui est zone du carénage, côté chantier naval, le chantier naval qui est aujourd'hui géré par Monaco Marine. Et entre les deux, on a une zone qui est celle autour de la capitainerie Gilet, une zone autour du jardin public qui fait le lien, et enfin une autre zone qu'on appelle celle du fond de l'Anse Saint-Roch et qui va jusqu'au pied du fort. Ces 3 zones, elles sont en étude. Les 2 zones, Anse Saint-Roch et Capitainerie, sont à l'étude. On a déjà obtenu des autorisations d'aménager sur la zone Saint-Roch. Donc, en fait, on est dans une marche en avant qui prévoit des travaux qui devraient démarrer sur ces zones, en tout cas sur la zone Anse Saint-Roch, à l'hiver prochain. Si les appels d'offres sont concluants, parce que vous savez, tous les travaux nécessite des demandes d'autorisation administrative qui passent sous les fourches codines de tous les services de l'État, de la direction de l'urbanisme de la ville. Ensuite, on lance des consultations, donc on cherche des entreprises pour réaliser les travaux,
parfois bonne pioche, parfois mauvaise pioche, ou parfois pas de réponse, ou trop cher. Donc c'est tout un travail de discussion, de négociation, de mise au point. Et une fois que ça c'est réalisé, on démarre le chantier. Donc pour vous dire des dates, on a un horizon, on espère raisonnablement avoir fini l'ensemble du port en 2029. Avec des tranches qui se succèdent, parce qu'un port, c'est vivant, parce que c'est ce que c'est les bénéfices que tire l'exploitation du port Vauban 21 qui alimentent et qui financent les travaux. Donc, on ne peut pas se permettre de bloquer complètement le port, donc on fait les phases successives. Et l'horizon, il se découpe par tranches successives, la tranche la plus légère étant la tranche du jardin, où ça continuera d'être un jardin, mais enrichi d'essence et enrichi d'espèces un petit peu plus développées qu'aujourd'hui. Et puis, il y a les deux autres zones qui chacune font l'objet, où il y a aussi des travaux de bâtiment, donc c'est toujours un peu plus long et un peu plus lourd. Une fois que ce port sera terminé, qu'est-ce qui aura changé? Comment vous le qualifieriez? Je pense que plus accessible, plus vert, plus... Alors le port, oui, vous me soufflez plus des vivant, bonnes pistes. Plus vivant. Il sera plus vert, il sera plus vivant, il sera plus accessible. Je pense qu'il sera toujours le même et en même temps un autre. C'est-à-dire, vous savez, c'est cette poésie de Verlaine, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Je pense qu'il va garder ses fondamentaux, sa géographie, sa topographie, et en même temps, il est complètement placé dans le 21e siècle. En fait, le port sur lequel on a travaillé au moment de la compétition, c'était un port du 20e siècle, pour dire les choses simplement. On était déjà en 2015-2016, c'était un port du siècle précédent. Et à l'issue de ces travaux, ce sera un port du 21e siècle. Et on avait un peu dit avec audace le port du 3e millénaire. Pour faire un petit focus sur Galice, de Galice, vous voulez faire un port bleu, blanc, vert. Voilà, oui, ça c'était mon titre, le titre que j'avais donné à notre petit texte d'introduction qui avait bien plu au président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Pierre Savarino. Quand on trouve un bon titre, on voit que les gens se l'approprient. C'était le cas, le port bleu, blanc, vert. Alors moi, ça m'avait trotté dans la tête parce que je m'étais dit, j'avais essayé de comprendre ce qu'était l'essence même de ce port. Galice, on est vraiment face à la Méditerranée dans toute son horizontalité. Le port est inscrit dans le plan du site, il est presque en contrebas de la route, donc la vue passe au-dessus. Et c'est une architecture moderne des années 60, très horizontale, très blanche, parce que le mouvement moderne, c'est des architectures souvent blanches, même si elles peuvent parfois se teinter un peu de couleur. Et puis, la Méditerranée, c'est le bleu. Et pour moi, ce qui me semblait important sur ce port qui avait été conçu à une époque où on avait foi dans le progrès, on pensait que rien n'arrêterait l'humanité, eh bien, c'était l'enjeu écologique, l'enjeu environnemental. Et ces grandes toitures terrasses, ce qui était très frappant, c'est qu'elles étaient avec des cailloux, avec des étanchéités en aluminium, sur lesquelles on ne peut pas poser le pied en été, tellement ça vous brûle le pied tout de suite. Et en fait, en allant fouiller dans les archives de Guillaume Gillet, qui sont conservées à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, tout le fond de Guillaume Gillet y est conservé, on s'est aperçu au moment du concours qu'en fait, au départ, il avait imaginé que ce seraient des terrasses plantées. Et ça n'a jamais été réalisé. Et en fait, vous voyez, c'est ce que j'évoque dans l'idée de mettre ses pas dans les pas de ses prédécesseurs. C'est une manière de comprendre ce que celles et ceux avant nous ont cherché à faire, de voir s'il y a une forme de continuité à trouver ou non. Mais là, en fait, ça nous est tout de suite apparu. C'est-à-dire qu'en faisant tomber la haie de Tuya qui bouchait toute la vue, y compris d'ailleurs à des riverains qui étaient derrière, on rétablissait la liaison visuelle entre le Juan-les-Pins et la mer. On voyait le port. Et d'un seul coup, ces grandes terrasses plantées allaient devenir comme une espèce de jardin suspendu, non pas de Babylone, mais de Port-Galice. Et on s'est dit, là, ça va être un enjeu qui va tout changer. D'où l'idée du port bleu, blanc, vert. Et aujourd'hui, je pense que toutes celles et ceux qui ont pu aller se rendre sur ce qu'on a aménagé comme une sorte d'espace public, qui est sur la construction elle-même, au bout, j'ai vu plusieurs fois des gens alors qui faisaient du yoga, des gens qui téléphonaient, ça il y en a partout.
partout, ou des gens qui se réunissaient. En fait, on voit que cet espace est devenu un espace public, ouvert, et qui est un lieu de méditation, qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu qui peut servir à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que le port, jusqu'alors, il vivait, ce port Galice, un peu en autarcie, un peu refermé sur lui-même, de même que la salle qui a été aménagée pour pouvoir accueillir des petits événements, comme il y a eu cette journée d'études sur ville et port récemment à Port-Galice. Là, en fait, ça fait que les habitantes, les habitants s'approprient le port. Ça n'est plus juste le lieu des plaisanciers. Et finalement, les plaisanciers ils redécouvrent aussi un autre port qu'ils avaient un peu oublié. Ils étaient un peu entre la pompe à essence, le stationnement et puis voilà, et leur bateau. Et je pense que là, il y a une forme de vie d'une nature tout à fait différente qui peut se développer, se déployer et qui fait que c'est plus un espace opaque, occulte dans Juan-les-Pins, c'est la continuité de Juan-les-Pins jusqu'au bord du rivage. Et ça, je pense que quelqu'un comme Guillaume Gillet, finalement, il avait imaginé ces jardins, ils n'ont pas été réalisés. Vous savez, quand on est architecte, on fait des projets. Parfois, les projets s'arrêtent, ils ne sont pas réalisés jusqu'au bout. Parfois, les sous viennent à manquer, donc on ne réalise pas tout ce qu'on avait prévu. Parfois, il se passe encore d'autres choses. Mais là, en l'occurrence, en reprenant cette idée à notre compte, en l'actualisant, en allant chercher des essences qui sont capables de résister au changement climatique, en fait, on redonne une perspective de vie au port, à cette infrastructure. Et je pense que c'est ça aussi le métier des architectes, c'est de projeter les lieux depuis leur histoire dans l'avenir. Philippe Prost, merci pour cet échange passionnant. Merci beaucoup, Florence. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan-les-Pins. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.